Bonjour et bienvenue dans Gamer Weekly, le podcast pour ceux qui aiment les jeux vidéo mais qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Notre objectif, partager notre passion pour le jeu, vous faire découvrir nos coups de cœur, réagir à l'actualité avec nos a priori de joueurs. Je suis Richard, blogueur depuis 2005 et joueur depuis l'époque du magazine Tilt. Et je suis accompagné de Lucas, journaliste et pro-gamer de Tetris 99. Ce qui est faux. Il faut combien d'heures pour devenir pro-gamer à Tetris 99 ? Beaucoup plus que moi et avec une plus grande concentration. D'accord, bon, donc on va dire pro-gamer de Zelda, de RimWorld. On en parlera de tout ça, on en parlera. Donc bonjour à tous et donc bienvenue dans je suis joueur depuis Player One, c'est ce que tu voulais rajouter. Ah oui, exactement. Donc petit hommage à toute la presse magazine qui nous a bercé pendant notre adolescence. Exactement, qui nous a quittés. Ouais, ce qui vous laisse imaginer l'âge que l'on a. Ah ben on a presque la quarantaine. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Enfin, moi j'ai même plus que presque. Mais bon. Et on est des joueurs depuis très longtemps, effectivement, et on n'a pas le temps, ce que tu disais, on n'a pas le temps de jouer. On a des vies sociales, des vies de famille. Moi, je suis marié, toi, c'est pire, t'as des enfants. Ouais, deux, effectivement. Et donc, on va s'adresser à vous en tant qu'expert, parce que ça fait longtemps qu'on joue, qu'on a un regard acéré sur le monde des jeux vidéo, et surtout parce que, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour jouer, il faut bien choisir. On n'a pas le temps, comme ces journalistes privilégiés de la presse vidéoludique, de tout tester. Nous, il faut qu'on choisisse bien. Il faut qu'on choisisse sur la foi des bandes annonces, des gameplays. Et on va vous aider à y voir plus clair, et notamment les jeunes papas aussi. On va essayer de s'adresser à eux. Oui, ça va être un des programmes, de vous faire partager ce que je partage avec mes garçons. Donc, au programme aujourd'hui, du coup, on va faire des petites news, on va faire des petits dossiers. Enfin, on va essayer de rythmer ça. Un petit peu... semaine par semaine, c'est Gamer Weekly. On va essayer de vous donner un petit peu d'aperçu des 2 semaines qui se sont écoulées, des 2 semaines qui arrivent en termes de jeux vidéo, mais à l'aune évidemment de nos contraintes et de nos limites. Et on va commencer par les news. Alors bon, premier sujet, du coup, un peu loin à la base de l'univers du jeu vidéo, c'est la keynote d'Apple qui a eu lieu il y a maintenant 2 jours, puisqu'on enregistre le 12 septembre. Donc Apple... qui était déjà présent dans le jeu vidéo à travers tous les jeux sur l'App Store, qui cartonnent, beaucoup de free-to-play, qui marchent très fort sur les smartphones, avec des capacités graphiques qui s'améliorent de plus en plus, qui font chauffer les batteries, et qui sont... pour nous, un peu sujet de moquerie, mais en fait, on devrait pas... Oui, ce que j'allais dire, il faut pas que les gens croient qu'on va parler de casual gaming et on commence direct par parler d'Apple, ça va pas bien se passer. Ouais, c'est vrai. Mais vas-y, continue. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu la keynote avec les nouveaux iPhones. Je vous fais grâce des nouveaux iPhones. Et surtout, ils ont annoncé Apple Arcade, enfin, du moins, la disponibilité d'Apple Arcade le mois prochain. Et c'est un service qui, pour un peu moins de 5 € par mois, vous donnera accès à un catalogue de jeux à télécharger. Et donc, pour jouer sur votre iPhone, mais aussi sur l'Apple TV et sur iPad. Donc, en fait, un vrai catalogue de jeux pour 5 € par mois. Donc ce qui est plutôt assez agressif parce que sur iPhone, les jeux vont entre 2,99 et 15 €. Parce qu'il y a quand même des gens qui dépensent 15 € sur des jeux sur iPhone. Sur des jeux de portable, ouais. Incroyable. Ouais, c'est une autre génération, je pense, un truc comme ça. Mais donc voilà, et donc c'est intéressant de voir que Apple, contrairement à Google, ne s'attaque pas au streaming tout de suite, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a... Donc Stadia qu'on attend de tester avec moi avec un peu d'impatience. Oui, effectivement, moi avec un total désintérêt, mais effectivement c'est du jeu en streaming, c'est pareil que c'est l'avenir, mais là Apple ils ont décidé de nous faire télécharger des jeux, histoire qu'on puisse jouer tranquillement et hors ligne aussi. Et probablement pour nous faire acheter des iPhones avec les plus grandes capacités. Mais bon, ça Donc ça sera quand même destiné particulièrement aux iPhones et pas aux Mac? Non, c'est pas pour les Mac, c'est vraiment iPhone, iPad. Et Apple TV, du coup. Et il y a quelques jeux, tu as noté quelques jeux corrects dans ce qui va se présenter à nous? Alors pour l'instant, on a vu que des bandes annonces, on n'a pas pu tester. C'est des nouveaux jeux, c'est un nouveau catalogue de jeux. Dans les jeux amusants pour les anciens, il y avait un jeu qui avait fait le succès sur la Dreamcast, qui est Chouchou Rocket, oui. qui revient donc dans une version iPhone tactile. Donc on va attendre. Et il y a aussi les créateurs de Enter the Gungeon. Donc le roguelike qui ont fait aussi une édition spéciale, spécialement faite pour le tactile. Donc il y a quand même quelques jeux qui seront intéressants à regarder. Ce qu'il faudra voir, c'est que j'ai pas encore exactement bien compris si les jeux seront aussi disponibles à l'achat en plus, ou s'il faudra absolument posséder l'Apple Arcade pour y jouer. Je pense que dès que tu arrêtes l'abonnement, tu n'as plus les jeux, quoi. Oui, ça par contre c'est évident. On a accès au catalogue tant qu'on paye, et dès qu'on arrête de payer, c'est fini. Mais après la question, c'est est-ce qu'il y aura des exclusivités au catalogue ou est-ce qu'on pourra acheter les jeux à l'unité? Ça, il faut attendre que le service soit lancé pour que tout ça soit clair. J'imagine qu'ils vont équilibrer tout ça un peu comme peut-être à l'Epic Game Store, où il y aura peut-être des exclusivités temporaires, où il faudra absolument
Oui, je pense qu'ils vont pas rater l'occasion d'aller grignoter un peu sur le marché de Steam quand même. Ça serait dommage de s'en priver. Oui, puis je pense qu'il y a surtout, il y a pas vraiment de concurrence là du coup. Il y a autant sur les consoles, il y a le Xbox Game Pass et PlayStation aussi avec le Plus qui offre des jeux. Donc maintenant, je parlais de l'Epic, mais c'est vrai sur PC qui offre des jeux aussi chaque semaine. Ouais. Aujourd'hui sur téléphone, il y a les free-to-play d'un côté et les jeux payants de l'autre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'offre de ce type-là. Voilà. Alors, on va finir par une note. Tu es hypé sur 10 ? Je suis curieux sur 10. Ok, on va s'en satisfaire. Oui, non, mais je pense que je testerai. Je pense prendre un mois ou deux pour voir, mais j'avoue que j'aime bien jouer avec une manette. J'aime bien que mon téléphone reste un téléphone. Je comprends. Deuxième news dont je voulais parler, c'est Final Fantasy VII, le remake. Alors il faut savoir qu'on en parlait juste avant de commencer à enregistrer l'émission. Ça fait partie des jeux qui m'ont marqué dans ma jeunesse, personnellement. Final Fantasy VII, ça a été peut-être le premier jeu que j'ai véritablement saigné de bout en bout, que j'ai recommencé plusieurs fois. J'ai même eu le Chocobo d'or ou Chocobo noir, je me souviens plus. Bravo. C'était il y a longtemps. Et donc, quand on annonce un Final Fantasy VII remake, et là, je vais te solliciter, Richard, parce que je suis interdit. J'ai envie de retrouver les émotions que j'ai ressenties à l'époque. Je sais que ce ne seront pas les mêmes, ça a bien changé. Et ce que je crains le plus, c'est le système de combat, les systèmes de combat modernes propres au Final Fantasy. Et toi qui as testé le Final Fantasy XV, si je dis pas de bêtises, qu'est-ce que tu en penses de ce système de combat, sachant que tu n'as pas été nourri comme moi au Final Fantasy VII, ça n'a pas été ton truc. Bah déjà, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre le côté action RPG, comme il va y avoir dans ce Final Fantasy VII, comme il y a dans le 15, par rapport au tour par tour. Et alors après, il faudra voir s'il y a des pauses semi-actives, comme il y a aussi avec la possibilité de faire stop, quand même de planifier ses attaques, de jouer en équipe. Enfin, tout ça, il faudra voir comment ils le traitent. Mais c'est vrai que ça donne un côté quand même action, qui est quand même très intéressant. Et puis le fait de se déplacer dans l'univers librement, enfin, je pense que c'est, en termes d'immersion, d'immersivité, je pense que c'est quand même hyper intéressant d'avoir adapté le gameplay, au-delà du fait de devoir séduire les joueurs d'aujourd'hui et de ramener les anciens avec la fibre nostalgique. Mais non, je pense que ça va marcher assez bien. En tout cas, ils nous ont montré de nouvelles images, hier, la veille de l'enregistrement de ce podcast, des nouvelles images très cinématographiques, pas une seule image de gameplay. Alors ça claque, faut reconnaître que ça pète, c'est très beau, ça a l'air d'être très bien mis en scène, mais tant que j'ai pas vu les scènes d'action, tant que j'ai pas vu les scènes de gameplay, personnellement, je me méfie. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que ça soit bien. Ah oui, alors moi j'en ai vu quelques-unes parce qu'il y a quelques médias qui sont au Tokyo Game Show qui ont pu avoir quelques images de gameplay. Et non, ça a l'air de bien bouger. Enfin, c'est pour ça que, avec ta question sur les systèmes de combat, je pense qu'ils soignent. Moi, ce que j'ai surtout peur, c'est de l'attendre très longtemps, quoi. Oui, ça, ils ont parlé de... Non, il y a une date en plus, ils parlent du 3 mars 2020, j'ai regardé ça. Mais bon, on verra bien si ça se fait, quoi. Bah, avec plaisir. Et sur quel device? On sait déjà sur quoi ça sort? A priori, sur à peu près tout ce qui existe, y compris la Switch, si j'ai bien suivi. Mais comme on dit, la Switch suivra et on verra bien quand ça arrivera. Clairement. Bon, on est chaud. Ah oui. Bon, ben, du coup, petite transition bienvenue, puisqu'on va parler de la Switch. Alors, petite parenthèse, c'est vrai que on est en plein dans la période où Nintendo va bien, cartonne, et la Switch est à la pointe. Hormis les quelques exclus, Xbox, PC et PlayStation, c'est quand même le device. Donc on risque de parler régulièrement de la Switch, même si on n'est pas des joueurs exclusifs à la Switch. Moi j'ai une PS4, j'ai aussi un PC, on parlait des smartphones. Et moi je suis un pur joueur PC depuis la PlayStation 1. La Switch, c'est la première console de salon que j'achète depuis la PlayStation 1 et que je possède chez moi. Donc ça fait un petit moment que je suis un pur joueur PC. Mais il faut reconnaître que ça marche bien, que ça offre autre chose, une autre expérience de jeu que ce que je peux trouver sur PC. Et comme je suis pas du tout intéressé par vos consoles de dégénérés, PS4, Xbox One, ça m'intéresse pas. Et c'est parfait pour moi, ça complète parfaitement mon offre de jeu. Bon, on va pas de suite se faire des ennemis. Si, venez. Non, mais bien sûr. Donc, on va parler rapidement du Nintendo Direct, qui a eu lieu il y a maintenant une dizaine de jours, et qui est quand même d'abord sur le format. C'était le 6 septembre. 6 septembre, et sur le format, Nintendo a quand même cassé le game, en sortant de phénomènes de conférences dans les grandes conférences internationales, avec son système que maintenant tout le monde copie, puisque PlayStation et Microsoft s'y sont mis aussi à faire des conférences en ligne, enfin des vidéos en streaming ou de présenter leurs jeux comme ça au fil de l'eau, qui correspond peut-être
plus aussi à notre usage aujourd'hui. On consomme le jeu vidéo toute l'année, pas seulement avec des pics. Et puis on est à l'ère du streaming aussi, donc il faut s'y mettre pour eux. Et donc du coup, désormais, ils ont un traditionnel Nintendo Direct qui arrive régulièrement, on va dire, puisqu'il n'y a pas de rythme. Et le dernier donc a été l'occasion de pas mal d'annonces. Pas mal d'annonces. Après, moi, j'ai pas tout retenu. Je crois qu'on d'ailleurs n'a pas retenu forcément les mêmes choses. Moi, ce que j'ai retenu, puisque je parlais tout à l'heure de mon époque, de mes débuts dans les jeux vidéo, c'est Trials of Mana. On va voir ce que ça va donner. Franchement, les images, elles sont pas belles. Le jeu, il est pas beau. Mais c'est Trials of Mana. C'est la suite de Secret of Mana qui m'a tellement passionné quand j'étais gamin. C'est une façon à part de raconter l'aventure, de raconter ces grandes aventures très japonaises, finalement, très naïves. Et en même temps, voilà, on est pris dans une grande épopée. Je suis hypé. Premier semestre 2020, ils nous ont annoncé. Autant dire que généralement, quand ils nous disent premier semestre 2020, c'est plutôt le 30 juin que le 1er janvier. Mais on va voir. En tout cas, j'étais pas mal hypé. Et l'autre chose aussi que j'accueille avec grand plaisir sur Switch, là, ça va être The Return of the Obra Dinn, qui est le jeu de Lucas Pope, le mec à qui on doit notamment Paper Please, qui a fait pas mal parler de lui, mais c'est pas un jeu auquel j'avais envie de jouer sur mon PC, tout simplement. Donc, c'est une espèce de grande enquête, une espèce d'administrateur qui va essayer de découvrir pourquoi tous les gens qui étaient sur un bateau sont morts ou disparus. Et c'est vraiment le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer sur ma télé, tranquillement, avoir éventuellement quelqu'un derrière qui est en train de commenter, qui est en train de noter des indices, des machins, un vrai jeu d'enquête à partager. Et je suis bien content de le voir arriver cet automne sur Switch, en espérant qu'il soit à la hauteur. Mais a priori, techniquement, ça ne demande pas grand-chose. Oui, techniquement, moi je l'avais fait sur PC, sur un PC pas sur une vieille surface Microsoft un peu vilaine que j'ai au fond de mon placard. Et non, je pense en termes de ressources, la Nintendo Switch, elle a largement de quoi le faire tourner. Et je pense en effet, il y aura peut-être un côté un peu jeu de plateau interactif qui peut être assez sympa, on peut avoir avec la Switch, qu'on n'a pas avec le PC. Et après, en fait, comme tu as dit, je pense que ça vaut le coup de noter, même si il y a tout un système, c'est un jeu qui donne de quoi avancer, pour avancer, il faut débloquer trois timelines pour avancer d'un pas à chaque fois. Et du coup, il t'aide un petit peu dans l'histoire des notes, il te permet de bien driver ton enquête. Mais c'est en effet, je pense, dans le canapé, ça va bien se prêter. Ouais. Et est-ce que c'est un jeu où il ne faut pas trop décrocher? Si tu arrêtes 15 jours après t'es mort, tu n'y reviens jamais? Oui. Ok, bon, c'est bon à savoir, parce que dans le concept de notre émission, c'est quand même quelque chose de très important. Oui, c'est vrai qu'on le redira souvent, mais comme on n'a pas le temps de jouer à tout et on n'a pas toujours 50 heures de jeu à passer par semaine, voilà. Donc des fois, oui, là, par contre, sur le Obra Dinn, il faudrait qu'on vérifie, mais je pense que c'est une 7 heures de jeu, 6 heures de jeu, donc c'est pas très très long. Mais par contre, en effet, si on décroche, ça peut être un peu difficile d'y revenir, quoi. Ok, c'est noté. Qu'est-ce que tu as retenu de ce Nintendo Direct alors? Alors, moi, je sais que je vais te faire regarder le ciel, mais il y avait Overwatch. Je sais pas, j'ai espèce de mon époque Counter-Strike, un peu ce fantasme qu'un jour j'arriverai à jouer à un FPS compétitif avec une manette. Après avoir été largement défait par mon aventure Apex sur PC. Ah oui, ça aussi, il faudra qu'on en parle un jour. Donc où j'ai vu que j'étais quand même trop vieux. Mes aventures sur Fortnite, qui sont aussi révélées à peu près ce niveau d'échec. Là, je me suis mis un peu à Splatoon avec mon fils sur la Switch. Et je me dis peut-être, Overwatch, c'est quand même... j'avais un petit peu joué durant les week-ends d'essai. C'est un peu plus technique, il y a des classes. Je pense que ça peut être assez marrant. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que ça va sortir en jeu premium à 60 balles ou 70 balles. Et alors qu'à côté Apex c'est free, que Fortnite c'est free, enfin voilà. Bon, c'est Blizzard, mais voilà. Donc ça c'est vrai que c'est un des jeux qui peut m'intéresser. Je sais pas si je serais chaud, mais en tout cas sur le coup. T'as un bon 6 ou 7 sur 10 sur la hype, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ça peut ici. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de trucs qui vont sortir que c'est peut-être ça qui va lui causer du tort à Overwatch. Il sortira dans une période de creux. Peut-être j'aurais sauté dessus. Mais là, il y a quand même beaucoup de games à faire, donc bon. Oui, parce qu'il arrive en cette fin d'année, ce que tu as dit. Là, non, à la fin du mois. À la fin du mois, ouais, d'accord. Donc, à la fin du mois d'octobre, je pense. Donc, pas de précis. Donc, et pour 59 €. Et après, dernière petite chose dont je peux parler de Nintendo Direct, puisque j'ai eu l'occasion de le tester. Nintendo teste beaucoup de nouveaux modèles. Vous l'avez vu sur les smartphones, vous avez peut-être joué à Mario. Il y a Mario Kart aussi qui arrive sur smartphone avec des systèmes de free-to-play. Oui, c'était Mario Run dont tu parlais Mario Run, ouais, tout à fait, où on peut jouer gratuitement le premier niveau et débloquer l'ensemble en payant. On a Mario Kart qui va arriver dans pas très longtemps. Et du coup, là, sur la Switch, ils ont aussi testé, il y a un Pokémon aussi qui est gratuit avec de la Shine App. Et là, ils ont sorti un Kirby. Où vous pouvez, avec des
tout seul, enfin plutôt avec des amis, jusqu'à 4 amis. C'est du boss rush, en fait, il n'y a que des boss à affronter. Et en affrontant les boss, vous récupérez des gemmes de toutes les couleurs. Avec ces gemmes, vous pouvez acheter des équipements, une épée, un marteau plus fort, une armure, des objets. Et en fait, à chaque fois que vous allez faire un combat, ça va dépenser de l'ardeur. Et donc, il va falloir attendre que cette ardeur remonte pour pouvoir faire d'autres combats. Ou alors, si vous ne voulez pas attendre, vous dépensez la monnaie dans le jeu qui sont des pommes, des sortes de pommes magiques. Et si vous n'avez plus de pommes, bien sûr, vous pouvez passer à la caisse. Vous pouvez les acheter avec des vrais euros. C'est un bon vieux modèle de free-to-play comme mobile, quoi. Exactement. Là, la force du truc, c'est que c'est Kirby, donc c'est un peu tout mignon. Donc déjà, quand j'ai dit à ma femme, je vais jouer avec les garçons, donc ils ont 6 et 8 ans, hein, pour l'info. Voilà, c'était pas un jeu de guerre, quoi. On jouait pas jouer. Il n'y a pas de flingue. Il y a des marteaux et des épées magiques, donc déjà ça passait bien. Donc elle t'a donné l'autorisation de jouer avec tes enfants. Donc voilà, donc c'est pas trop violent. Tu tues des monstres avec des petites boules roses, donc ça reste assez cool, même si on a des épées quand même. Et donc ça se joue bien en famille. Alors, voilà, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 4 classes qui sont complémentaires. Donc un LP qui a du DPS, le marteau qui fait plus de dégâts, qui tire à distance et un healer. Donc déjà, il y a un côté un peu complémentarité dans l'équipe. Pour essayer de vaincre les monstres. Il faut un peu esquiver, il faut un peu regarder, mais c'est des patterns qui sont assez simples. Mais du coup, pour les enfants, ça va, ils comprennent que quand l'arbre il est en feu, il y a des trucs qui vont tomber. Enfin, du coup, ça les habite un peu pour les rendre des professionnels Dark Souls dans le futur, quoi. Enfin, c'est des bonnes bases. Ouais. Et puis finalement, jusqu'à présent, le système free-to-play nous a pas trop bloqué parce qu'on a fait des sessions de 50 minutes. Donc, on n'était pas allé au bout de. Enfin, il n'y a pas eu de moment où il y a eu la tentation de mettre la CB, si ce n'est quand le petit dernier a dit j'aimerais bien papa le marteau en diamant et tout. Bon ben là. Mais tu n'as pas cédé. Non, je n'ai pas cédé, bien sûr que non. Le marteau en diamant, on l'aura si on a à la loyale, en le farmant. Ouais. Parce que de toute façon, ils sont trop petits pour avoir de l'argent de poche sur une carte bleue. C'est bien. donc voilà, donc pourquoi pas en famille, mais ça reste un jeu très anecdotique. Franchement, ça sent le piège et le test aussi pour Nintendo de tester des nouveaux formats mais ça manque un peu de finesse. Parce que dans le gameplay et dans la mécanique de free-to-play. Ouais, c'est dommage parce que c'est exactement leur force en général, Nintendo, c'est justement l'imagination dans le gameplay. Juste pour finir sur ce Nintendo Direct, on a tous les deux testé la Super Nintendo qui est donc offerte avec l'abonnement au Nintendo Store ou Nintendo Live ou Nintendo Online, ok. Ouais. Et cette Super Nintendo vient avec pas mal de jeux, on va pas tous les citer. J'en ai retenu 3 biens, plus que ça en fait, non, il y en a 5, 6, j'en ai pas mal des biens, j'en ai retenu 2 moisis, on va commencer par les biens quand même. Déjà Zelda 3, Link to the Past, c'est un chef-d'œuvre, ça fait partie de l'histoire des jeux vidéo, si vous n'avez pas joué à ce jeu-là, jouez à ce jeu-là. Sinon, c'est très bien aussi de se retrouver avec un Super Metroid, avec F-Zero, qui finalement n'a pas vieilli, il y a encore le plaisir de l'époque. Je les ai pas testés, je les ai pas lancés, mais Star Fox, Yoshi's Island, ça c'est du tout bon. Et puis Puyo Puyo, que j'ai enfin pu tester, le célèbre Puyo Puyo. Tout est en japonais d'ailleurs, les menus sont en japonais, c'est incroyable, t'es vraiment dans un monde à part. Mais qu'est-ce que c'est fun, ça marche bien, ça va vite. Et j'ai même tenté, pour finir, un petit affrontement sur tennis qui a pris un coup de batte de baseball. Mais c'est fun parce qu'on est avec les mêmes contraintes. Alors, faut pas jouer contre l'ordinateur parce que lui, il sait jouer. Mais lorsque on joue avec quelqu'un d'autre, on a tous les mêmes contraintes. On a les mêmes contraintes techniques, les mêmes perspectives incroyables avec la 3D du futur de comment il s'appelait déjà ce mode 7. Voilà, le mode 7 qui était qui était le futur de la console. Donc agréable Super Nintendo. T'as testé quoi de bien toi? Alors, j'ai pas pris beaucoup de temps et j'étais donc avec le grand et du coup j'ai voulu lui montrer. Donc on a joué à Star Fox, qui a un peu vieilli quand même. Ouais. Et dans ses yeux, ça a encore plus vieilli. Mais voilà, mais ça reste assez fluide. Et voilà, je pense que je vais essayer d'y consacrer plus de temps qu'à l'époque. Parce que c'est des jeux que j'ai eus, mais à l'époque un peu plus jeune, moins aguerri et peut-être avec plus de difficultés de lecture de ce que c'était un gameplay et tout ça. Donc je suis tenté. Il a voulu lancer le soccer. Et j'ai pas osé le lancer celui-là. Non, là c'est difficile. Ah ouais, là c'est la perspective, la 3D, les animations, la faiblesse dans le type d'action que tu peux faire, l'ordinateur qui est cheaté quoi. Non, par contre, ce qu'on peut dire dans Soccer et même globalement sur cette Super Nintendo dans la Switch, c'est qu'il y a quand même le multijoueur. Et là, du coup, sur le foot, ce qui a été marrant, c'est qu'on a pu jouer tous les deux dans la même équipe contre l'ordinateur. Et ça, c'est quand même assez cool comme concept, même pour l'époque. Et il y a pas mal de jeux comme ça, multiplayer. Donc ça, c'est vrai que c'est assez cool. Qu'ils aient pu conserver ça. Il y a même un menu directement, tu peux filtrer les jeux à deux et tout. Donc ça, c'est plutôt cool.
Ouais, c'est plutôt bien fait, effectivement. Après, moi, j'ai retenu dans les jeux qui sont à éviter parfaitement, c'est Pilot Wings, incompréhensible. On apprend à atterrir avec son avion et puis à faire du parachute. Quel ennui. Et Joe et Mac 2, alors c'était un jeu que j'avais vu à l'époque, que j'ai jamais pu tester. J'ai enfin pu le tester. C'est bien fait, c'est plutôt joli. L'absence de fun est totale, même à deux. Donc tant pis, dommage, mais au moins je le sais. Par contre, pas de regret. Pas de regret, effectivement. La vraie inquiétude que j'ai, c'est que j'ai pu tester aussi Demon Crest, qui avait une bonne réputation, que je connaissais pas, j'ai jamais testé. C'est vrai que c'est pas mal. Bien sûr, c'est vieillot, il y a des trucs qui ont des mécaniques de gameplay qui ont un peu vieilli, mais ça répond bien. Grosse inquiétude, par contre, c'est qu'il y a eu des gros ralentissements. Alors, je sais pas si c'était déjà le cas à l'époque ou si c'est un problème de hardware ou de programmation de la Switch. Mais attention, parce que a priori, la Switch doit pour faire tourner des jeux Super Nintendo. Oui, je pense. On passe à la suite ? On passe à la suite. Donc, deux petites news qu'on voulait partager avec vous. Je vais te laisser commencer parce qu'en plus, c'est vraiment d'actualité. Parce que hier, il s'est passé un truc historique. Alors, oui, parce qu'effectivement, on enregistre le 12 septembre 2019 et retenez cette date, 11 septembre 2019. Excusez-moi, j'ai du mal à me contenir, mais la France a battu les États-Unis au basket. C'était incroyable, c'était beau. J'étais ému, j'ai pleuré seul dans mon salon. Et tout ça pour parler de NBA 2K20 quand même, que j'ai eu l'occasion de tester. Je ne l'ai pas acheté encore. Il est à 50 balles. Je ne passe pas assez de temps sur NBA 2K pour y foutre 50 balles. Mais à l'occasion 25 € pour les soldes d'hiver, pourquoi pas. C'est pour vous résumer, c'est à peu près NBA 2K19 avec les joueurs de 2019-2020. Les évolutions, elles sont vraiment pas dingues, mais ça reste un nouveau 2K. J'avoue pour les fans de basket, c'est toujours bien d'avoir tout à jour. Quoi. Ouais, mais je vais tellement leur donner de l'argent. Ouais. Donc non, vraiment, il n'y a rien de révolutionnaire. Est-ce qu'on peut, comme la Team USA, avoir Popovic et Kerr comme coach ou pas ? Alors non, et justement, le gros regret, allez, écoutez-moi, messieurs 2K Sport, là, mais mettez-nous les équipes nationales, c'est pas possible, quoi. On a des belles équipes nationales, la Coupe du Monde a été kiffante à souhait, elle est kiffante à souhait, parce que je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé, mais la finale c'est dimanche prochain en ce qui nous concerne. Le basket international est incroyable. Alors oui, c'est les règles FIBA pour les spécialistes, c'est pas les règles NBA, et c'est un peu perturbant parfois, et j'imagine que ça doit être un peu galère pour eux, mais ils l'avaient déjà programmé lorsqu'ils avaient mis des clubs européens. Mettez-nous les nations, bazar. Avec le succès de cette Coupe du Monde, il y a peut-être un DLC qui arrivera. Ouais, le succès pour eux, ça n'a pas été un succès. Donc ça se trouve, ils vont bouder et on va encore en attendre 4 ans. Non, il y a les JO l'année prochaine. Peut-être que pour les JO, ils pourraient un peu se réveiller. Ça serait appréciable. Et puis bon, ils se sont fait humilier par la France maintenant. Un peu de respect, quoi. Ouais. Donc c'est nous qui déciderons alors. Exactement, c'est nous qu'on décide. Donc on a envie d'y jouer, mais ça pique d'acheter 60 € la mise à jour tous les ans, quoi. C'est ça. Il est sorti sur à peu près toutes les plateformes. Il est un peu moins cher sur PC. Il est à 50 balles sur PC. Ça me fait d'autant plus hésiter puisque je suis un joueur pour NBA 2K, je suis un joueur de PC. Il est aussi sorti sur Switch. Ça sera intéressant un jour de tester ça, voir si les temps de chargement sont pas trop longs, parce que déjà le passage du PC à la PS4 et la Xbox One, c'est se rajouter 30 secondes à 1 minute de chargement à chaque match. J'exagère à peine. J'ai peur que sur Switch, on peut aller se faire un café, fumer une clope, et bref, d'autres trucs qui sont dangereux pour la santé, quoi. Ouais. Donc, ok. Il faudra qu'on teste un de ces quatre. Ouais, on va vraiment essayer de tester parce que, comme on le dit, le concept, c'est qu'on n'a pas forcément que ça à faire, d'attendre les temps de chargement. Ça fait partie des choses qui limitent notre capacité à jouer. Plus les frustrations. Oui. Et toi, tu voulais nous parler de quelque chose de totalement inintéressant. Oui, on a un petit débat interne sur le sujet, donc du coup c'est dans les news, ça fait pas l'occasion d'un menu un peu plus viril, plus important. Ouais. Non, c'est à la fin de ce mois la Switch Lite qui arrive. Donc pour ceux qui ont suivi ou pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'agit d'une nouvelle Switch, mais plutôt un nouveau form factor. Elle est à 199 au lieu de 100 € de moins cher que. J'avoue que c'est un bon argument. Et du coup, les Joy-Con ne se détachent pas, ils sont complètement intégrés à la machine. Et elle n'est pas compatible avec le système de dock, donc elle passe pas sur la télé. Donc c'est vraiment une console 100% portable. Après, en ce qui concerne les performances, a priori, il n'y a aucune différence. Elle n'est ni boostée ni autre chose. Après, l'écran semble être un peu plus petit. Donc peut-être que ça peut avoir un léger impact sur le framerate ou sur les performances de la carte graphique. Mais globalement, la promesse de Nintendo, c'est qu'il n'y a pas de différence de puissance. Mais la vraie différence, c'est la compacité et le fait que ce soit une full portable. Ouais, c'est une console portable, ça remplace la Nintendo DS en fait.
avec le catalogue de jeux de la Switch. Exactement. Ça fait faire un choix. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que d'abord, ça rend la console un peu plus accessible sur le plan du tarif. Donc, c'est vrai que c'est déjà un premier argument pour pas mal. 100 €, c'est déjà 2 jeux que tu peux rajouter dans tes débuts de partie. C'est aussi un moyen de convaincre les amateurs de portables. Parce que j'ai aussi sur Twitter eu ces conversations-là avec pas mal de gens qui ne jouent jamais sur leur télé. Donc ils ne voient pas l'intérêt de dépenser 100 € de plus pour avoir le dock et pour jouer sur leur télé. Après, pour avoir expérimenté la console depuis sa sortie, moi je consomme 70% du temps en portable. Mais les 30% où je suis sur ma télé, je suis très très content d'être sur ma télé. Et que ça soit l'aventure de Zelda, de jouer avec mes garçons à Kirby la semaine dernière, de pouvoir faire un passage un peu dur dans un platformer. Enfin, il y a quand même pas mal de moments où tu es content de pouvoir switcher sur la télé. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'offrir ce nouveau choix aux gens, même si, d'un point de vue plus marketing, je trouve que ça rend moins lisible. Alors, je ne sais pas comment ils vont la pousser, mais je trouve que c'était simple d'avoir une console qui fait tout. Je trouvais ça assez fantastique d'avoir un appareil all-in-one. Là, ils resegmentent leur appareil. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Oui, ils savent ce qu'ils font. On parle quand même des gens qui ont sorti la Wii U, donc a priori, ils savent très bien où ils vont. C'est ça. Non, mais blague à part, effectivement, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit là. J'ai été un peu sévère au départ, mais parce que je ne vois pas vraiment effectivement l'intérêt de cette console amputée, à part la question du prix. Il y a une vraie inquiétude par rapport à la fiabilité des manettes, puisque là, elles sont attachées, elles ne bougent pas. Et les manettes actuelles de la Switch, c'est pas son plus grand succès. Elles déconnent, on ne sait pas trop d'où ça vient. Nintendo cherche à savoir pourquoi ça fait ci ou ça. Donc il y a une petite inquiétude à ce niveau-là. On verra ensuite si c'est fiable et si ça marche bien. Voilà, c'est une console portable. Pour moi, c'est pas une console la Switch n'est pas une console comme la Nintendo DS que l'on emmène forcément avec soi. Pour moi, c'est une console de canapé. C'est une console de fauteuil, c'est bien dans le train éventuellement, mais je suis pas sûr que ce soit une console de métro. C'est pas une console que tu sors comme ça entre deux rendez-vous, plus difficilement. Voilà. Donc peut-être justement avec cette Lite, il y aura peut-être ce petit segment, mais bon. Peut-être. Enfin, en tout cas, nous, là, si j'étais propriétaire si je n'avais pas de Switch aujourd'hui, je n'irais pas vers la Lite. Et quand j'en ai parlé avec mes co-chroniqueurs, mes deux fistons, ils n'ont pas compris pourquoi. Ils ont trouvé ça trop triste de ne pas pouvoir la brancher sur la télé. Oui, bon, après, ils ont connu que ça, effectivement. On continue, on a quoi la suite ? Alors, ensuite, donc une rubrique un peu classique dans les podcasts et les émissions de jeux vidéo. On va vous parler des jeux auxquels on joue. Alors, on ne voulait pas se lancer dans l'exercice un peu peut-être périlleux du test ou avec des attentes trop élevées sur le devoir dans la largeur du scope, enfin voilà, d'être exhaustif, mais plutôt se dire à quoi on a joué ces 2 dernières semaines, enfin le jeu qui nous a le plus occupé ces 2 dernières semaines. Et donc pour ma part, ça va être Street of Rogue. Et toi, tu vas nous parler ensuite de... On va revenir encore sur la Switch, c'est Mario Maker. Mais alors Street of Rogue, qu'est-ce que c'est déjà pour commencer ? Alors, Street of Rogue, c'est un ovni vidéoludique. On aura placé vidéoludique sur l'émission, c'était quand même pas mal. C'était quand même un minimum. C'est un développeur tout seul qui s'est lancé en 2017 sur Steam en mode communauté. Il a fait un peu un développement à la Nuclear Throne. Donc vraiment très en s'appuyant beaucoup sur la communauté, beaucoup de builds. Là, ce matin, il sortait la version 87 du jeu. Tu veux dire 0.87 ou Non, c'est la 87e version du jeu qui exactement, sort. Exactement, tout à fait, le update. D'accord. 87e update du jeu. Donc, on va pas sur Street of Rogue pour le graphisme, c'est clairement plutôt pour l'aventure de jeu. Et ce qui promet, en fait, c'est un roguelite. Donc, le but, c'est d'arriver à la fin du jeu avec la même vie. Voilà, sans mourir, ouais. Sans mourir. Donc il y a, comme souvent, 4 univers différents qui sont découpés en 3 sous-sections. Et donc ça se présente comment ? C'est vu du dessus, vu du côté ? C'est un peu, justement, je parlais de Nuclear Throne, et c'est vraiment un peu ce type-là de... D'accord, vu du dessus. Top-down, on voit son personnage. Au milieu, et puis on défouraille les mecs autour. Exactement. Et donc l'intérêt principal du jeu, c'est que le lore est assez simple. Simple. C'est un type qui a pris le contrôle de la ville et qui fait régner en fait une espèce de dictature. Et donc, vous faites partie de la résistance. Donc, il y a un petit tutoriel assez marrant qui vous fait rentrer dans la résistance, qui vous montre à quel point c'était pas dur de rentrer dans la résistance parce que c'est un peu des bras cassés. D'accord. Et après, très vite, donc on va devoir traverser la ville, d'aller de haut en bas, pour monter dans les immeubles les plus hauts pour aller faire la peau au maire. Et donc, la vraie promesse, c'est que le jeu, on peut le faire de
de dizaines de manières différentes. C'est-à-dire qu'on peut être un soldat, donc on part avec un équipement, on peut être un voleur, donc on a un autre type d'équipement, mais on peut être un vampire, un fantôme, un barman, un ninja, un assassin, un esclavagiste. Enfin, il y a vraiment... Il y en a tant que ça, donc. Il y a, je crois, il y a 15 ou 16 Et on le choisit ou c'est alors, choisi au hasard? Au début, non. Au début, on a un premier set, et après, comme dans pas mal de roguelike, en fonction de conditions qu'on va accomplir durant une partie, on va débloquer des nouveaux persos. Donc, si vous détruisez X machin pendant X niveau, vous débloquez tel ou tel personnage. Qu'on pourra utiliser lors d'une prochaine partie. Run, d'accord, exactement. Okay. Et donc, c'est vraiment l'idée est là. Et après, on accumule des points qui vont permettre qui sont en fait des beignets de poulet. Et sur lesquels on va pouvoir après débloquer aussi des traits de caractère qui, un peu comme dans Nuclear Throne encore, permettent d'un niveau à l'autre, une fois qu'on a atteint des niveaux d'expérience, de débloquer des nouveaux skills, marcher plus vite, être silencieux quand on marche, ne pas déclencher les pièges, recharger, avoir moins de recul sur les armes, enfin il y a commencer tous les niveaux avec le flingue chargé, enfin il y a comme ça, il y a des petites skills et donc plus on avance dans le jeu en partant du niveau 0, plus en fait on va être stuffé en arrivant à la fin. Là où aussi, après, on débloque aussi des passages secrets, des passages directs pour aller directement au niveau 1, niveau 2, niveau 3, au fur et à mesure pour s'entraîner. Et le jeu, en fait, ce qu'il a, c'est qu'il est assez fantastique parce que avec aux ordinateurs pour déverrouiller le coffre, déverrouiller les portes. En effet, si on est le ninja, on va plutôt passer en mode invisible en attendant entre deux cooldowns pour récupérer sa capacité. Et au fur et à mesure, comme ça, chaque perso se joue un peu différemment. Jusqu'au barman où le but c'est juste de faire boire des coups aux gens pour débloquer le niveau d'après. Donc voilà, donc il y a un peu le créateur aime bien dire qu'il y a un peu du Deus Ex puisque en fait les niveaux peuvent s'aborder de manière totalement différente. Ils sont générés procéduralement, j'imagine. Exactement. Ouais. Après avec des mêmes ingrédients et en fonction des niveaux, on va avoir tel ou tel truc dans le deuxième monde. Il y a des chariots sur des rails parce qu'on est une espèce de truc industriel. Le troisième c'est un parc. Donc là il y a des nouveaux persos, il y a des cannibales qui se planquent dans les buissons. Donc tu peux te faire agresser comme ça juste en passant. Enfin voilà, chaque monde amène des petites spécificités de gameplay et des typologies de missions à accomplir. Mais voilà, après c'est quand même procédural, donc à chaque fois le challenge est renouvelé. Et donc il y a un peu les deux côtés. Il y a le côté arriver à la fin du jeu et puis tester le maximum de persos parce qu'il y en a qui sont plus rigolos que d'autres à jouer, plus difficiles. Voilà, par exemple, il y a le clochard qui est un des premiers débloqués. Lui, sa capacité, c'est de gagner de l'expérience super vite. Donc en fait, très vite, il devient surstuffé. Enfin, si on arrive assez loin, devient un personnage super fort. Alors que le militaire, par exemple, commence avec beaucoup d'équipements. Mais finalement, il va. Sa cote de progression, elle est moindre. Exactement, en fait, on a quasiment tout au premier niveau. Bon, après, en débloquant des skills, c'est pas mal, mais voilà. Donc, il y a du multijoueur ou pas? Alors, absolument, il y a du multijoueur. Alors, déjà, je l'ai pas précisé, mais donc ça coûte 20 balles et c'est sur tous les supports PC, Switch, Xbox, PS1, enfin, vous pouvez jouer partout. Mais ça a quand même été développé. PS4, pardon. Mais vu les graphismes, je pense qu'il faut tourner sur PS1. Mais c'est quand même. Moi, j'ai joué sur la Switch, sur le grand écran. C'est quand même un jeu qui se fait plutôt sur grand écran. Parce que les persos sont assez petits. Et on peut jouer en multi. J'ai pas eu l'occasion, mais peut-être qu'on va tester ça dans pas longtemps. Et je pense que c'est assez what the fuck à plusieurs. Parce que on peut débloquer on peut mettre le FF off, enfin le Friendly Fire off. Mais je crois que c'est un truc qu'il faut que je débloque et je crois que quand je jouerai, je l'aurai pas. D'accord, ok. Ça va être sympa. Donc voilà, vraiment un super jeu indé avec une profondeur de gameplay, une richesse, un lore. Enfin vraiment, c'est hyper intéressant. Alors un peu dur d'accès forcément parce que c'est un peu rugueux quoi, de rentrer dedans. Mais une fois qu'on a pris le coup, c'est vraiment un gros kiff. Ok, si tu devais lui donner une note sur 13 je sais pas, un petit 10. Un 10 sur 13, c'est pas mal, effectivement. 13, ouais. Non, ouais. C'est pas quand même le jeu du siècle, mais. C'est du fun. Ouais, c'est très fun. Et puis, comme souvent dans les jeux indés, parce que je pense que. Voilà, on parlera souvent des jeux indés, même si aujourd'hui on n'en parle pas trop, mais ça te prend jamais pour un con, c'est intelligent. Et c'est quand même agréable de jouer à des jeux qui ne te prennent pas pour un con. Bah justement, j'ai parlé de Mario Maker. Un vrai jeu indé. Un vrai jeu indé qui te prend pas pour un con. Non, t'es bien pris par la main en plus dans Mario Maker, sans te prendre pour un con, au moins t'es pas perdu. J'espère que vous connaissez, mais sinon je vais quand même recontextualiser rapidement. Donc Mario, vous connaissez, on va passer là-dessus. Ils ont décidé de faire plein de Mario, et puis un jour ils se sont dit tiens, on va revenir à nos anciens amours, au Mario en 2D de côté. Sauf que cette fois-ci, c'est pas nous qui allons créer les niveaux, c'est les gens. Et donc ils ont créé ce Mario Maker. Il est sorti sur une console
console magnifique qui s'appelait la Wii U, que personne n'a acheté. Et le premier Mario Maker, c'était sur Wii U. Ouais, c'est sur Wii U, parce que justement, ils exploitaient la capacité qu'avait cette console d'avoir une manette qu'on appelait la mablette pour se moquer d'eux. Ils n'aimaient pas qu'on l'appelle comme ça, qui était donc une manette avec un écran. Et ça permettait de créer directement sur ce petit écran les niveaux de Mario Maker. Et donc, ils ont sorti Mario Maker 2 en juin. Je l'ai acheté Day One parce que je l'avais testé le 1 il y a longtemps, que j'avais adoré et que il fallait que je remplisse ce besoin très fort chez moi de créer des niveaux, de créer des lieux pour que les gens sa créativité. Hein. Exactement. Mais c'est ça qui est assez extraordinaire avec ce jeu, c'est qu'il s'adresse à des publics déjà très différents. C'est-à-dire que tous les niveaux de joueurs sont acceptés. Tu es mauvais, tu vas jouer sur des niveaux faciles. Tu es bon, tu peux jouer sur des niveaux japonais. Il y a vraiment toute forme de difficultés qui sont données, avec aussi des types de jeux. Là, je parle du côté vraiment joueur, pas créateur pour l'instant, puisque voilà, moi j'adore les jeux à énigmes. Et là, il y a plein de niveaux à énigmes qui sont proposés par des joueurs qui sont beaucoup plus intelligents que moi et donc qui nous proposent des énigmes qui sont hyper bien trouvé, qui utilise beaucoup aussi les capacités de chaque jeu, parce que c'est 5 jeux en un. C'est Mario 1, Mario 2, Mario 3, Super Mario Bros, Wii U, machin, bref, j'ai plus les noms des Mario, mais... ils sont tous ils sont pas tous, ils sont tous ceux qui sont en 2D, ils sont là, et le même niveau peut être transposé dans ces différents Mario, mais les ressorts de gameplay seront différents, parce que les Mario étaient différents. Dans Mario 1, tu pouvais pas attraper les carapaces pour pouvoir les jeter. Elles se déplaçaient, tu les arrêtais pas, mais tu pouvais pas les prendre dans tes mains. Après, oui, c'est possible. Ça change tout. Dans Mario 3, tu peux la jeter vers le haut, la carapace. Avant, tu pouvais pas le faire. Et après, tu pourras plus le faire non plus. Donc ça change les énigmes, ça change les choses. Mais si t'aimes pas les énigmes, t'as aussi des courses, t'as aussi des aventures, tu as aussi toute forme en fait de gameplay qui sont proposées dans un seul jeu. Donc ça, c'est la base. Sachant que avant de commencer à jouer sur les niveaux des gens tordus qui font le monde entier et la communauté, tu as une grosse centaine de niveaux préparés par Nintendo qui t'apprennent une à une chaque mécanique de gameplay. C'est évidemment encore une fois hyper bien fait. Mario, Nintendo, ils ont quand même l'habitude de créer des trucs accessibles à tout le monde sans être frustrant, sans avoir l'impression de faire un tutoriel de 200 niveaux. Enfin, c'est encore une fois hyper bien fait. Et puis après, il y a la partie création de niveau, quoi. Oui, parce que là, en fait, tu viens juste de nous décrire avec enthousiasme le fait de jouer. Exactement. De faire du, après, on peut de créer jouer à des des jeux de trucs. plateforme. Ouais. Et donc, en fait, mais là, quand toi tu y vas pour jouer ou pour créer les niveaux? Ben justement, ça dépend de mon humeur. J'ai beaucoup joué au départ. J'ai décidé de faire tous les niveaux créés par Nintendo, histoire de bien appréhender toutes les mécaniques du gameplay. Puis après, petit à petit, j'ai commencé à créer des niveaux. Et régulièrement, ça va être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, peut-être même 3 semaines lorsque je suis un peu en panne d'inspiration, eh bien, je vais commencer à penser à une idée de gameplay, ça va me trotter dans la tête, et puis je vais essayer de l'appliquer, je vais voir si ça marche pas, et je vais créer des niveaux. Et mine de rien, là, je dois avoir, donc j'ai commencé en juin, je dois avoir 10 à 15 niveaux que j'ai créés, plus ou moins difficiles. D'ailleurs, c'est ça qui est plutôt bien fait, c'est que lorsque tu crées un niveau, il faut le finir avant de pouvoir le publier et le faire jouer aux autres. Ça, c'est plutôt très malin. C'est plutôt très malin parce qu'effectivement, il y en a un, j'ai réussi à le finir une fois, il est en ligne et je suis le seul au monde à l'avoir fini. Et effectivement, ça peut être un peu frustrant parce que si ton niveau il est pas bien, je sais pas comment il fait Nintendo pour le savoir, mais en tout cas il y a personne qui y joue assez peu. Et dès que le niveau est un peu bien, un peu fun, très rapidement tu peux avoir quelques centaines de gens qui vont jouer à ton jeu. Parfois tu as même des commentaires. Parfois tu as donc un système de notes, c'est juste cool ou bof ou rien. Donc voilà 0, 1 ou -1 quoi en gros. Et puis quand tu commences à avoir tes premiers cools, t'es content parce que ça veut dire que tu as vraiment il y a quelqu'un qui s'est amusé sur ton niveau. Et pour moi qui adore ça, essayer de créer des jeux, essayer de penser l'amusement de l'autre, eh bien tu t'amuses vraiment à créer des niveaux. Petit aparté, tout le monde dit que c'est absolument impossible de créer un niveau sur l'écran de télé et qu'il faut avoir la console portable en main. Eh bien moi je savais pas ça. Quand j'ai commencé, j'avais pas internet, j'étais en vacances, j'avais mon jeu, j'étais content. Et j'ai appris à créer les niveaux sur la télé et ça se passe très bien, ça marche très bien. Et maintenant je commence à me mettre à créer des niveaux directement sur l'écran de la console, ce qui marche aussi très bien. Mais c'est juste une question d'habitude et c'est juste une question de démarche à faire. Ouais, ils ont quand même testé les deux modes et ça marche bien. Ça marche bien en tout cas. Moi je le dis, je suis le seul à le dire, donc je le dis encore plus fort. Unpopular opinion. Exactement. Exactement. J'ai pas de limite. Ouais. Écoute, c'est vrai que j'ai pas sauté dessus. J'avais pas forcément hypé, mais bon, à chaque fois que je croise quelqu'un, et là, tu viens de bien de me le vendre, peut-être que. J'ai un autre argument, tu sais. Ah. Des enfants.
Oui, non, mais après j'ai vu la pub Nintendo. Ça, Nintendo me l'avait déjà vendu, les enfants qui préparent le niveau pour leur papa et tout. C'était. Ah, j'ai pas vu ça, mais même ils ont des niveaux qui sont tout à fait à leur portée, qui sont dans le jeu, et il y a moyen qu'ils s'amusent, parce que en plus, je sais que ton grand a joué à Mario Run. Alors maintenant, il faudra qu'il bouge lui-même. C'est dommage, il n'y a pas un mode Mario Run. Je voulais que Nintendo nous mette un mode Mario Run dedans. Tant pis, mais il y a vraiment des niveaux hyper accessibles et hyper sympas pour les plus petits. Ouais, mais nous, non, mais on en parlera dans une autre émission, mais nous on a saigné Yoshi en famille. Ah oui, oui, tout à fait. Yoshi Crafted World. Exactement, World de Craft. Enfin bref, Yoshi qui est sorti en mars dernier, tout à fait. Exactement. Ce sera le sujet de prochaine émission parce que le temps file et on veut tenir quand même. Ouais, on va essayer de pas être trop long. Notre timing, parce qu'en effet, on pourrait parler pendant des semaines. Bah, c'est le but de jeux vidéo. Ça, on a plus le temps d'en parler que d'y jouer, donc autant en profiter. Et on va finir sur les annonces alors, un petit peu. Ouais, ou sur en tout cas à quoi on va jouer dans les 2 semaines qui viennent. Eh ben vas-y, commence, parce que j'ai pas mal parlé. Qu'est-ce qui t'a hypé? Qu'est-ce que tu vas acheter? Parce que nous, on n'est pas comme les journalistes là qui ont tous les jeux gratos. Nous, on choisit dans quoi on met notre argent. C'est pas complètement vrai. Il y a certains jeux quand même qui oui, c'est vrai que toi, tu t'es fait offrir un petit peu. Ouais. En tant que blogueur, j'ai ma petite liste et c'est vrai que régulièrement j'arrive à avoir quelques jeux, mais on le précisera, je pense, au cours des émissions, de préciser si c'est des choses qu'on a achetées ou pas. Parce qu'en effet, ça peut changer la manière de traiter, d'analyser. Moi, je sais que, par exemple, c'est vrai qu'un jeu qu'on va m'avoir donné, je vais me forcer peut-être à plus pousser si je m'ennuie. Alors que si je l'ai acheté, j'ai que mon portefeuille, donc à pleurer. Mais bon, ce sera certainement le sujet, peut-être. D'ailleurs, on pourra en parler au cours d'une prochaine émission, un peu cette petite différence, pour moi qui ai la chance d'expérimenter les deux. Donc, en tout cas, moi, j'ai commandé. Donc, pour y jouer Day One, encore un autre jeu Nintendo, c'est Link's Awakening. Je pense qu'on est, d'après tous les gens de la Terre entre 30 et 50 ans qui jouent un peu en préco ou vont l'acheter ou précision pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Link's Awakening, c'est le Zelda qui va sortir le 20 septembre sur Switch et c'est un remake de ce Zelda Link's Awakening qui était sorti sur Nintendo DS il y a quelques années. Même Game Boy. Moi je l'avais fait sur Game Boy Color. Oui, c'est vrai. J'avais pris l'édition Game Boy Color avec des châteaux. Avec un niveau supplémentaire. Qui jouait justement sur la polychromie de la Game Boy Color. Et qui est rien de moins que considéré parmi les meilleurs Zelda. Je pense qu'il est dans le top 3 avec Zelda 3 dont on a parlé plus tôt et le dernier Zelda qui était sorti sur Switch. Quoi. Et donc c'est vrai qu'ils ont complètement retravaillé les graphismes, ils ont retravaillé le rythme de jeu. Enfin, et oui, j'ai exclu Ocarina of Time de mon top 3. Ouais, oui. Vas-y, continue, pardon. Ouais. Non, de toute façon, on est... sur les Zelda, je pense que personne ne peut s'entendre sur Terre, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis assez chaud là sur ce Link's Awakening. Le seul truc qui me chagrine un peu, ils ont fait un éditeur des niveaux. Je sais pas si tu as vu ça. Donc oui, on va pouvoir faire des donjons. Je suis très hypé et pour pouvoir le partager avec tes amis, il faut que tu le mettes dans un amiibo. Non, ça c'est assez marrant. Non. Si. Non, mais je pense que tu pourras le faire en ligne. Non, tu pourras le faire en ligne. Mais il y a quand même un truc assez cool. Ils devraient le faire dans Nintendo Maker. Tu pourrais, tu mets ton petit amiibo à côté de ta console et tu l'amènes chez tes potes. Je trouve que c'est un peu vache parce que je crois que là où ils ont fait les enflures, c'est que c'est compatible qu'avec les amiibo Zelda. Donc si tu as un amiibo, je sais pas, Splatoon ou non, mais j'ai pas d'amiibo, moi je ne dépense pas de l'argent dans des figurines. Non, c'est pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. Non, c'est pas ton genre, tu préfères pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. T'as des figurines qui ne servent à rien. Exactement, monsieur, c'est de la décoration, ça n'a rien à voir. Exactement. Donc voilà, donc moi j'ai failli acheter celui de Duck Hunt l'autre jour parce que je le trouvais trop chouette, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et donc, j'en ai pas d'amiibo moi non plus, et je trouve je trouvais que c'était assez sympa. Enfin bon, moi je l'ai acheté surtout pour me refaire ce jeu qui m'avait beaucoup plu à l'époque, donc j'avais fait sur Game Boy Color, donc ça remonte, et tout ce que j'ai vu autour. Alors après, je me suis quand même protégé, ils ont fait beaucoup de vidéos, là, il y a encore une vidéo de 45 minutes de gameplay qui est sortie, j'ai absolument coupé la lumière et le son sur tout ce qui sort autour du jeu à partir de l'annonce. J'entends juste que tout le monde a l'air hypé, que ça a l'air toujours aussi bien, donc je me garde la surprise du jeu. Je pense qu'il est même pas mal refait. Moi j'ai vu quelques images, je n'ai rien reconnu, pourtant j'y ai rejoué il y a quelques années, il y a une dizaine d'années je pense quand même, mais vraiment je n'ai rien reconnu de mon expérience de l'époque. Ouais. C'est la carte, enfin les choses sont au même endroit, quoi. Oui, voilà, et l'histoire doit être à peu près la même, mais je pense qu'au niveau gameplay il y a pas mal d'évolutions qui ont été faites. Ouais, non, ça a l'air assez cool. Et donc à quoi tu vas jouer dans les 2 prochaines J'ai déjà commencé, je triche un petit peu, je vais jouer à Subnautica. Alors Subnautica, pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, c'est un jeu GOTY, exactement 2018.
Donc Game of the Year 2018, c'est un jeu qui a été vraiment hyper bien accueilli, qui a été développé par quasiment un mec tout seul ou une toute petite équipe. L'histoire, on est dans un vaisseau spatial, on se crache, on commence par ça, et on se retrouve sur une planète qui est a priori exclusivement composée d'océans. Il faut survivre. Alors on commence comme un jeu de crafting, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus basique, mais dans l'eau, ce qui a un côté un peu différent, un peu angoissant. C'est là que j'ai découvert que j'étais d'ailleurs assez phobique de l'eau, et donc ça me permet de bien lutter contre ma phobie, c'est vrai. Et on apprend un petit peu à dompter les éléments. On s'éloigne à 100 mètres. 200 mètres de notre arrivée, de notre lieu de base. Et petit à petit, on commence à apprivoiser les animaux. On se retrouve face à un monstre qui a des grosses dents, des tentacules, et on est quasiment impuissant face à lui. On essaie de se convaincre que non, il est végétarien. Il n'est pas végétarien. Et voilà. Et petit à petit, ce jeu se transforme en une grande aventure. Et j'en suis là. Et donc je compte bien consacrer quelques-unes de mes heures de jeu dans les semaines à venir, celles que je trouverai en tout cas à essayer de continuer l'aventure. Je pense que c'est un jeu assez long, je pense qu'il ne faut pas trop décrocher de peur de se retrouver complètement largué. Ça demande un investissement, mais quelle récompense. J'ai cru en l'achetant que j'avais, comme le dernier Zelda, acheté un jeu de balade. Non, j'ai acheté un jeu de découverte, d'exploration. Vraiment l'impression d'être un aventurier en train de cartographier les lieux, de découvrir les espèces et de survivre aussi parce que la nature est hostile. Et du coup, par contre, Subnautica, c'est exclusivement sur PC ? Ce n'est pas exclusivement sur PC, c'est sur toutes les consoles suffisamment performantes pour l'accueillir, donc pas la Switch. D'accord. Donc c'est sur PS4, c'est sur Xbox One et sur PC. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, je pense que là aussi, tu nous as bien hypé. Je pense que pour ceux qui ont la machine, donc qui permet de le faire tourner, ça peut être ça se joue très bien à la manette. Hein. Du coup, j'y joue à la manette sur PC. Ça se passe très bien et maintenant, j'ai le choix et je choisis la manette. Bon, bah, parfait. Super. Bon, merci à vous d'avoir pris ces 50 minutes pour nous écouter. On espère que ça vous a plu. On va revenir dans quelques semaines. Parce qu'on a abordé quelques sujets, mais on a encore des centaines. Et puis l'actu du jeu vidéo est débordante, sans parler du fait qu'on veut continuer à ne pas trop non plus être embêté par la linéarité du temps et par la course à la nouveauté, comme on l'a fait encore aujourd'hui. On ne va pas chercher qu'à parler des jeux qui sortent maintenant ou qu'on va faire, mais aussi ceux qu'on a fait ou ceux qu'on redécouvre, parce qu'on prend le temps d'explorer les catalogues, du coup, et d'explorer un peu les jeux du passé relatif. Ouais, du passé récent. Je parlais là du meilleur jeu de 2018. Je pourrais vous parler du meilleur jeu de 2017, 2016 et 2015 qui est RimWorld. On va peut-être un jour aussi parler, le jour où je me lancerai dedans, du dernier Metro Exodus qui est sorti en février dernier sur l'Epic Store. C'est pour ça que je l'ai pas. Mais je me mets à l'Epic Store, je vais y arriver. Voilà, on a le temps de profiter, on a le temps et on a le devoir de choisir nos jeux parce qu'on n'a pas le temps de tous les tester. On n'a pas de temps à perdre sur les jeux moyens ou sur les jeux mauvais. Nous, on est là pour jouer de qualité. Pour s'amuser. On est là pour s'amuser. Exactement, on est là pour s'amuser. On est là pour prendre du plaisir parce qu'après tout, c'est notre loisir numéro 1. Rien à ajouter, si ce n'est encore merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre des notes, des likes, des commentaires. C'est pas la peine d'envoyer vos sous pour l'instant. On n'a pas prévu de... Pas encore ? Pas encore, non. Ça, tu gères, de toute façon. Ouais, Moi, je prends les insultes et toi, tu prends les sous. Voilà, en tout cas, abonnez-vous, envoyez vos commentaires. Vous pouvez nous retrouver facilement sur nos Twitter respectifs qui seront en description du podcast. Et puis, à très bientôt. Sûrement au mois prochain. Salut. Salut.